Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on va dormir grâce à l'invention d'un étudiant grenoblois, Aymeric de Raguenel. Bonjour. Bienvenue, vous êtes l'inventeur du pack Le Petit Dormeur, un oreiller 3 en 1 pour dormir dans les transports en commun. On verra si ça marche sur un plateau télé tout à l'heure. On va également plonger dans cette émission avec les orques. C'est plutôt Stéphane Granzotto qui va plonger avec ces mammifères marins. Bonjour Stéphane. Bonjour. Réalisateur de documentaires, photographe et plongeur, spécialisé dans les documentaires animaliers et plutôt sous-marins. On verra ça avec vous également au cours de cette émission. Et puis notre troisième invité s'appelle Maxime Pétieux. Bonjour Maxime. Bonjour Thibaut. Vététiste professionnel, champion de freestyle, un des créateurs du Cerlin Trail, qui est un site de descente aménagé sur les contreforts de la Bastille, pas très loin de Grenoble. Le VTT, alors c'est une activité accessible à tout le monde. Je ne sais pas si vous pratiquez, Aymeric et Stéphane. Bon, en tout cas, on va dire, ouais. Pour la pratiquer comme Maxime la pratique, ça demande quelques compétences quand même particulières, Maxime. Quelques années de pratique, moi ça fait bientôt plus de 15 ans que j'en fais, donc plus de la moitié de ma vie. Donc après, il faut commencer et évoluer surtout à son rythme pour éviter les grosses chutes et surtout les blessures qui peuvent nous mettre sur la touche assez rapidement. Bon, vous faites du freestyle qui est un enchaînement de figures assez spectaculaire. J'ai une petite démonstration là en image, c'est beaucoup plus parlant que de le décrire. C'est sur les bords de l'Isère, je crois, en plus, ce site. Hein. Voilà, alors ça, c'est un second spot qu'on a. Donc, on parlera après du Cerlin Trail qui est à Saint-Martin-le-Vinou. Mais celui-ci, il est sur les berges de l'Isère, à Villars-Bonneau. Il n'est pas vraiment ni officiel ni légal, contrairement au Cerlin Trail. C'est un spot qu'on a créé de toutes pièces à la pelle et à la pioche. Et pareil, on est une équipe depuis 10 ans à entretenir et faire évoluer ce spot. Pour réaliser les figures qu'on vient de voir, il faut des années de pratique. Il faut prendre des risques aussi. Il y a un peu de casse avant d'arriver à poser tout ça. Alors moi personnellement, pour l'instant, il n'y a pas plus de casse que ça. Je touche du bois pour l'instant. Mais alors après, on s'entraîne sur des gros coussins, des airbags ou alors dans des bacs à mousse. Parce qu'il y a des mouvements qu'on ne peut pas apprendre directement sur la terre, comme le backflip ou le 360, où en fait il faut arriver à assimiler le mouvement avant de se lancer sur la terre. Et après, en fait, justement, sur les berges de l'Isère, on se sert de la terre qui est du limon, du dépôt qui est relativement mou, pour... on le remue avant de sauter quand on essaie des nouvelles figures, et comme ça nous permet de tomber sans trop se faire mal. Ouais, ça amortit les chutes, voilà. C'est la transition entre le gonflable et puis le sol. Ouais, ça peut faire mal quand même. Oui, j'imagine. Voilà, celle-là, mon dos s'en souvient encore. Mais voilà, c'est vraiment le bon compromis qu'on a trouvé pour apprendre des figures et évoluer dans notre sport. Bon, là, on est sur un double backflip, c'est ça, hein? C'est ça, c'est le seul et unique que j'ai fait. Ah bah voilà, on l'a en image. Voilà, c'est ça. Bon, vous avez en tout cas débuté par la compétition en remportant pas mal d'épreuves internationales dans ces catégories de freestyle avant de vous reconvertir vers les shows acrobatiques. Vous tournez là depuis quelques années avec des spectacles sur mesure. C'est ça, exactement. Plus jeune en fait, j'ai commencé par la compétition. Donc il y a pas de. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France à l'heure actuelle, il n'y a pas de structure, c'est pas fédéré en fait. Comme le ski freestyle ou autres qui sont fédérés depuis peu. Voilà, c'est ça. Et des compétitions. Donc nous, il y en a pas encore. Enfin, il y a d'autres sports du VTT comme la descente, le cross-country qui sont fédérés. Le freestyle, pas encore. Après, c'est un autre débat, mais ça viendra peut-être. Après, ça reste freestyle, c'est bien aussi. Mais en fait, après, ça a évolué au cours du temps, les compétitions et surtout le niveau.
Et à l'époque, on pouvait faire des shows et de la compétition. Et aujourd'hui, vraiment, la compétition, ça demande une rigueur, un entraînement tellement de haut niveau, en fait, que si on veut faire de la compétition et performer, il faut vraiment se mettre à fond dedans. Et avoir le terrain pour s'entraîner aussi, parce que du coup, les modules deviennent de plus en plus gros. Donc, il faut des bosses de 10-15 mètres. Et c'est pas tout le monde qui a un jardin avec de la place pour faire des bosses de 15 mètres pour s'entraîner dedans. Donc, voilà. Et c'est pour ça que je suis parti sur le show, donc avec une équipe qui est du Vercors, X Sport. Et en fait, depuis 2010, on a parcouru à peu près toute la France et toute l'Europe. On a une structure qui se démonte, avec laquelle on voyage, camion remorque. Et voilà, on fait des shows freestyle en mixant plusieurs disciplines du vélo aussi. Et Alors, voilà. on vous voit là en démonstration il y a quelques jours. C'était sur en marge d'une épreuve de Coupe du Monde de descente, je crois, dans les Pyrénées. Voilà, exactement. C'était la première étape de la Coupe du Monde de VTT de descente qui était à Lourdes, dans les Pyrénées. Et donc, pour nous, c'était la deuxième date de l'année. Donc, il faut savoir que les 2 dernières années, les saisons ont été assez écourtées. Donc, on était vraiment très contents d'être sur cette date et surtout reprendre la saison avec un public comme ça. Parce que là, il y avait environ 40 000 personnes sur le week-end. Et surtout, c'est que des supporters, donc ils sont à fond vélo. Donc, il y avait une ambiance incroyable. Bon, alors, on a vu que le show et le freestyle se marient très bien. Votre style de pilotage, vous arrivez aussi à le faire correspondre à des terrains un peu plus naturels. Quand vous descendez avec votre 2 roues, il y a toujours des petites facéties. C'est ça, moi en fait, j'adore le vélo en fait, le VTT on va dire sur toutes ses facettes, donc c'est-à-dire que je peux m'amuser sur presque un trottoir avec mon vélo donc de freestyle, et après en fait j'ai une gamme assez complète de vélos, et donc voilà, sur des sauts plus gros, comme on voit ici au Cerlin Trail, ou alors sur des pentes beaucoup plus naturelles on va dire, comme on peut trouver sur pas mal de nos reliefs autour de Grenoble. Alors les images qu'on voit, c'est donc ce site que vous aménagez depuis une dizaine d'années, juste au-dessus de Grenoble, à Saint-Martin-le-Vinou. On n'est pas très loin de la ville. Ça a l'air isolé comme ça sur les images. Ouais, ça a l'air d'être au fin fond de la forêt, mais en réalité, on est à une quinzaine de minutes du centre-ville. Donc, on se dirige direction du col de Clémencière. Et au niveau du col, c'est un petit peu au-dessus dans la forêt, 10 minutes à pied depuis le parking. Comme le site précédent que vous évoquiez là, à Villarbonneau, sur les bords de l'Isère, au début, vous y êtes allé comme ça, freestyle, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. J'étais avec mon ami d'enfance Morgane. Et en fait, on habitait juste en dessous. Donc, on s'est dit, on veut se créer un terrain pour apprendre à sauter, pour commencer à évoluer. Et ensuite, on a dit, OK, alors on est parti dans la forêt, on a regardé un peu les spots, puis on a trouvé un endroit à peu près plat, mais avec un relief quand même assez intéressant. Donc on s'est dit, tiens, on va s'installer ici. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé. Moi, je devais avoir 12 ans et lui 14. On est parti du coup avec une pioche, une pelle, et on a commencé à faire nos bosses comme ça. Donc voilà, depuis il y a eu du chemin. Après on a appris à se servir de pelleteuse, mais bon, toujours en accord avec la mairie, voilà, avec la mairie, l'ONF pour faire des nouvelles pistes, nouvelles infrastructures, etc. Alors, le site s'est développé, ça reste uniquement des pistes techniques accessibles à des gens déjà très expérimentés comme vous, ou vous avez ouvert un petit peu les différentes descentes? Alors non, en fait, on s'est mis... donc à la base, oui, c'était très... en fait, c'était construit par nous et pour nous. Pour vous, ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est dit, on a la localisation est pas mal, le relief est bon dans la forêt. En fait, on a exploité un faible dénivelé qui nous permet de remonter à pied assez rapidement et donc faire des runs qui sont entre 1 minute et 1 minute 30. Mais donc très condensé, donc c'est-à-dire on arrive en bas du run, c'est pas long mais on n'en peut plus, qu'on est presque à bout de souffle. Et donc maintenant, aujourd'hui, on a toute la gamme de pistes, en fait, de la piste verte jusqu'à la piste noire, même double noire, en fait, ça existe en vélo. Donc comme en ski, en fait, ça fait vert, bleu, rouge et noir. Donc c'est un site aujourd'hui qui est accessible aux débutants. Comment vous gérez justement la fréquentation? Alors donc nous, on est toujours resté sous la même forme en association, et question de responsabilité, l'accès est réservé aux adhérents de l'association. Donc il faut être adhérent pour accéder au site, et après en fait c'est 30 € à l'année et on peut accéder toute l'année, sauf en période d'hiver quand c'est un peu enneigé. On l'a vu, il faut remonter en poussant un peu les vélos. Aujourd'hui, il y a les vélos électriques qui se développent. Est-ce que c'est adapté à ce type de pratique? Il y en a de plus en plus, ouais, je dirais, des vélos électriques. Après, c'est vrai que nos pistes sont assez orientées saut.
Et en fait, dans les airs, on va dire que le vélo, la répartition du poids est assez importante. Et donc, les vélos électriques, c'est pas forcément ce qui est le plus adapté à nos pistes. Mais c'est vrai que ceux qui viennent en vélo électrique, ils restent sur la bleue, sur la rouge. Et par contre, ils peuvent faire énormément de rotation. Bon, vous donnez des cours pour Stéphane et Émeric qui, comme moi, sont un peu débutants. Pas légalement, j'ai pas de monitorat, on va dire, mais des conseils ouais, alors. Je commence à être un peu pédagogue et essayer de transmettre mon savoir. Bon, alors chaque année vous organisez un grand rassemblement pour faire connaître le site et pour passer une journée festive. Vous avez appelé ça la Jam Session qui va avoir lieu cette année le 14 mai. Exactement, ouais, le samedi 14 mai. Donc on n'a pas eu d'édition depuis 2019. Donc on compte bien se rattraper cette année avec cette nouvelle édition. Et voilà, donc c'est une ambiance festive. Tout le monde est le bienvenu, visiteurs comme vététistes. Il y aura du spectacle, il y a la buvette, la restauration. Et puis en fait après on accueille tout le monde, donc c'est-à-dire du débutant qui vient avec son VTT pour la première fois, au pro qui va faire des saltos arrière sur des bosses de 10 mètres. Bon, même si on vient sans vélo pour regarder. Voilà, exactement. Il y aura pas mal de choses à regarder toute la journée. Et puis après, on fait un temps fort dans l'après-midi avec un concours de saut, ce qu'on appelle Best Whip et Best Tricks. C'est celui qui met le plus son vélo en travers et qui arrive à atterrir dans la trajectoire. Et Best Tricks, c'est la meilleure figure. Donc en fait, on a une bosse donnée. Et puis en fait, on tourne sur cette bosse et comme ça permet de faire un petit spectacle en même temps. Et puis après, on a pas mal de l'eau, on a une tombola, tout ça. Donc voilà. Il n'y a pas le concours de la meilleure chute? Alors c'est pas, enfin si, il y aura un trophée pour la meilleure chute. Après les chutes, on est poussé à la consommation, voilà, mais bon, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Il y en a chaque année. On espère que cette année on n'aura pas de chutes graves, mais si il y a la meilleure chute. Ouais. Bon, c'est le 14 mai, donc au Cerlin Trail, c'est au-dessus de Saint-Martin-le-Vinou quand on prend la route du col de Clémencière. Voilà. Exact. J'imagine qu'il y aura de quoi, des panneaux indiquant le site pour cette journée particulière. Oui, voilà. Puis il y aura sûrement beaucoup de voitures garées le long des routes. Donc ce sera visible d'assez loin. Bon. Stéphane et Émeric, ça vous a donné envie ou non, pas plus que ça? Un petit peu. Moi, ce que je trouve amusant surtout, c'est que vous avez évoqué le mot que Maxime était un pilote. À défaut de faire du vélo, moi j'ai l'habitude d'entendre le mot faire du vélo. Et là, vous avez évoqué le fait que Maxime pilote un vélo. Et je trouve que quand on voit les images, c'est assez frappant que Maxime est vraiment un pilote de vélo. Et donc, bravo à lui. Bon, est-ce que Maxime fait de la plongée? Non. Non? Pas spécialement. Vous allez pouvoir échanger vos compétences avec Stéphane. Je pense que tu vas mieux t'en sortir que moi sur un VTT. Je pense, quand je vois ce que tu fais, là, je suis vraiment impressionné. Quoi. Bon, on va voir, parce que ce que vous faites, Stéphane, c'est pas évident non plus. Alors, Maxime était originaire de Saint-Martin-le-Vinou. C'est Vouré, c'est pas très loin, c'est de l'autre côté de la vallée, toujours dans la banlieue grenobloise. Alors, vous avez beau être né ici au pied des montagnes, Stéphane. Aujourd'hui, vous évoluez une partie de votre vie professionnelle sous la mer. Ouais, mais à la fois, en fait, on a la chance d'habiter dans une région où l'eau est très présente, en fait. Il y a des lacs, des rivières, et moi, j'ai grandi près d'un petit ruisseau, près de lacs, et j'ai très tôt eu envie d'aller voir ce qui se passait sous la surface. Bien que j'aime la montagne, j'adore ça. Alors aujourd'hui, vous êtes réalisateur de documentaires, photographe, plongeur aussi, on va le voir tout à l'heure pour aller faire des images sous-marines, c'est quand même préférable. Vous avez commencé par quoi? D'abord la plongée, après l'image ou... En fait, j'ai commencé par l'image. L'image en premier. Et la plongée m'a rattrapé, et puis les deux passions se sont rejoints, et maintenant j'envisage difficilement de faire l'un sans l'autre, de pratiquer la plongée sans avoir un appareil photo dans les mains. Voilà. Alors vous avez réalisé une quarantaine de documentaires. Faire de la prise d'image sous-marine, ça demande évidemment un matériel assez particulier, j'imagine? Oui, voilà. On peut pratiquer avec une simple caméra étanche. Je ne citerai pas de nom et de marque, pas trop cher, mais ça se trouve. Et puis, on peut aller jusqu'à un appareil photo, une caméra très perfectionnée qu'on place dans un caisson étanche. Voilà. Donc, il y a un panel d'outils assez large, mais les méthodes sont les mêmes, en fait. Il faut basculer à un moment donné et puis se dire, allez, on va
on va voir sous l'eau ce qui s'y passe. C'est ça la motivation, c'est ça qui est intéressant en fait. Avec des bouteilles quand même pour pouvoir faire des images un peu plus rapides, longtemps qu'en apnée, non? À la fois, oui et non. On peut s'équiper d'un système de plongée en bouteille ou pas. En fait, on peut faire des très belles choses en apnée ou depuis la surface. Voilà. En eau douce, on peut faire des choses en surface, même dans les lacs ici. Ce que je fais sur les orques, en fait, finalement, je passe peu de temps sous l'eau en apnée et beaucoup de choses se font en surface. Donc oui, je bascule d'un mode à un autre en fait. Là, on voit des images sous la mer. Alors, c'est pas des orques là-dessus, c'est des cachalots parce que vous les avez approchés, ces mammifères marins qui sont très imposants. Je crois que c'est les plus gros mammifères marins de ça fait partie des plus gros animaux qu'on trouve sur la planète. Il y a encore plus gros que le cachalot. Et oui, j'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années en océan Indien avec des amis, là, René Euzet et François Sarano, avec lesquels on a travaillé sur un clan de cachalots. On les a suivis pendant plusieurs années pour les étudier, pour mieux les connaître. Moi, ma modeste contribution à ce travail-là, c'était de faire des images, photos et vidéos. Puis j'en ai fait un livre. Et effectivement, le cachalot, c'est un animal absolument fascinant, incroyable. C'est un des plus gros mammifères marins qui existent. C'est un des plus gros animaux de la planète, mais c'est pas que ça. C'est aussi un animal qui est plein de, il faut le dire, plein de douceur, plein de curiosité à notre égard. Et c'est un animal qui est social, c'est-à-dire il vit en clan, en groupe, en famille. Et c'est un animal qui communique. Donc ça, c'est absolument remarquable. Et puis c'est passionnant. Donc au-delà de leur taille et de leur forme, il se passe plein de choses quand on a la chance d'être face à ces animaux. Voilà. Il y a des animaux de 50 tonnes quand même. Quand on a un tout petit plongeur, je sais pas quel poids vous faites, mais c'est moins de 100 kilos, j'imagine. Donc, un petit peu moins, ouais. Je le travaille, mais moins. Bon, on se sent petit, j'imagine, sur ce type de plongée. Ouais, en fait, on se sent petit pour plein de raisons, en fait. Dans la nature, on se sent humble et petit face à la taille de ces animaux, mais face aussi à la bonté de leur comportement par rapport à nous, ils sont souvent pleins de curiosité. Je parle des mammifères marins. Ils vont venir nous voir, alors que pendant des siècles, nous, on les a traqués, chassés pour chasser. Le cachalot avait une mauvaise image. Très mauvaise image, en fait, oui. De Moby Dick et voilà. Souvent, on le présente comme le cœur d'homme. Voilà, c'est ça, comme le plus gros prédateur à dents de la planète. Mais en fait, ça veut rien dire. En fait, une baleine aussi, c'est une baleine qui a des fanons, qui est complètement inoffensive. C'est aussi un prédateur. Donc le mot prédateur, oui, voilà, il a sa place dans les chaînes alimentaires. Après, il a des dents, voilà, parce qu'il attrape ses proies et la nature l'a doté de dents pour se faire. Mais il est absolument pas agressif. François Sarano, qui est un océanographe, qui a dirigé la Calypso avec le commandant Cousteau pendant 13 ans, il a qualifié le cachalot de 50 tonnes de tendresse. C'est un animal plein de tendresse. C'est un peu ça, en fait. Faut les voir. C'est le regard qu'on porte sur ces animaux. Il faut déplacer le curseur, puis il faut les voir autrement. C'est ce que j'essaye, alors en toute modestie, c'est ce que j'essaye de faire à travers mes photos et mes films. Et c'est ce qui me plaisait, là, en l'occurrence, sur les cachalots. Il y a une prise de risque quand même quand on approche aussi près d'un animal sauvage. Vous êtes parfois à 1 ou 2 mètres. Alors, quand je vois les backflips que fait Maxime, là, en Chartreuse, j'ai envie de dire que je prends aucun risque et j'ai aucun mérite. Non, le risque qu'on prend, c'est d'avoir envie de recommencer. C'est d'attraper ce virus qui est d'aller à la rencontre de ces animaux. Il n'y a pas de risque. Ce qui représente un risque, c'est toujours le fait qu'on est sur un bateau, qu'on plonge dans des conditions qui peuvent être un petit peu compliquées, des vagues, du froid, du vent, que ces animaux sont gros et que par un mouvement voilà, qu'ils n'ont pas voulu, ils pourraient peut-être bousculer un plongeur. Mais ça n'arrive jamais, en fait. À ma connaissance, j'ai jamais vu ça. Ils savent que vous êtes là quand vous plongez à leur côté. Mais complètement. Ces animaux, c'est plusieurs millions d'années d'évolution dans ce milieu. Ils ont une perception quasi parfaite de ce qui les entoure pour plein de raisons. Ça peut passer par les sons, par la vue, par ce qu'ils ressentent par leur corps, par la pression. Donc ils ont une grande sensation, une grande précision quant au fait qu'ils nous sentent en fait. Et ils sont curieux, ils nous évitent, parfois ils viennent nous toucher, parfois pas. Mais il n'y a aucun danger. Non. Comment on les repère parce que forcément, ils sont sous l'eau. Comment on sait qu'à tel endroit, on va pouvoir tomber sur tel type de mammifères marins? Alors, on sait, il y a des secteurs où la présence de ces animaux est attestée et plus connue parce que voilà, il y a la bonne profondeur pour cet animal. Par exemple, le cachalot, lui, il va chercher ses proies très profonds, au-delà de 1000 mètres. Donc, on va se mettre à la verticale de canyons. Il y a des canyons sous l'eau. Il y a des plaines aussi qui sont peu profondes. On ne va pas aller sur une plaine peu profonde. On va aller
à la verticale des canyons, là où ces animaux cherchent leur nourriture. Et après, on procède par un repérage souvent qui est sonore. On va écouter les cachalots. En l'occurrence, on met un micro sous l'eau et on les écoute, on essaye parce qu'ils produisent des sons. Tous ces animaux produisent des sons. Et une fois qu'on les a écoutés, on affine un petit peu ce repérage en surface parce que ce sont des mammifères, donc ils respirent, donc ils ont un souffle. Donc on va repérer les souffles. Les cachalots, c'est vraiment flagrant, on reconnaît le souffle. Et les orques, c'est pareil. Alors les cachalots, vous êtes allés les filmer dans des mers plutôt accueillantes, plutôt chaudes, on va dire. Les orques, il faut aller les chercher dans des mers plus froides. Alors oui, les cachalots, je les ai filmés en océan Indien, l'eau était à 30 degrés. Là, le travail que je fais depuis quelques années se passe en Arctique, au nord du cercle polaire arctique. Donc l'eau est un petit peu plus froide. Après, on peut trouver des orques dans des eaux aussi tempérées, à d'autres endroits de la planète. Mais là, en l'occurrence, ce qui m'intéressait, c'était d'aller photographier un phénomène particulier qui se passe chaque hiver en Norvège. Donc c'est au nord de la Norvège, dans certains fjords, un seul même. Un fjord, c'est une avancée un bras de mer qui s'avance à l'intérieur des terres. Donc il faut imaginer un décor que les Grenoblois connaissent bien. C'est des montagnes assez hautes, enneigées. Et puis au milieu de ces montagnes, il y a des bras de mer qui s'avancent. Et dans ces bras de mer, il y a des orques qui évoluent. Ils sont là pour des raisons bien précises. Et ils viennent à cette période de l'année parce qu'ils viennent manger des harengs qui viennent se rassembler là par milliards en fait. Les harengs rentrent par milliards dans le fjord. C'est vraiment une manne incroyable de nourriture. Et derrière cette manne incroyable, les grands prédateurs viennent. Alors les grands prédateurs, ce sont les orques. Voilà, qui arrivent en clan. Donc là, j'ai la chance de travailler avec des amis qui sont installés là-bas, Julie et Rodolphe, qui ont une société qui guide des gens sur ces orques dans ce fjord pour montrer ces chasses, montrer la beauté de cette nature. Alors là, on est sur du pur sauvage, c'est ça qui est beau. Voilà, c'est vraiment, c'est un décor absolument fantastique. Faut imaginer l'Arctique l'hiver, et puis c'est la beauté et la puissance de ces animaux. Donc pour répondre à ce que vous me disiez tout à l'heure, on se sent tout petit par rapport à la force de ce spectacle. Il y a la taille des animaux, mais il y a le côté sauvage de ça. Et ça, on le retrouve qu'en de rares endroits, malheureusement, sur la planète. Il y a l'Afrique du Sud, où il y a des sardine runs comme ça, des grands mouvements d'animaux qui sont là pour la nourriture. Ça en fait partie. Et donc, c'est aussi très limité dans le temps. Voilà, c'est que quelques semaines, quelques mois dans l'hiver. Vous évoquiez la douceur des cachalots quand on plonge à côté d'eux. C'est la même chose pour les orques ? Oui, en fait, j'ai du mal à dire que voilà, on peut l'appeler la baleine tueuse. Voilà, c'est le nom de cet animal. C'est un animal qui vit en clan, un animal social. C'est des familles qui sont organisées autour des femelles, quelques mâles, des jeunes. Ce sont des animaux très paisibles, très curieux, très intelligents. Ils communiquent entre eux. Ils ont des stratégies d'évolution de vie en clan. Donc, ils sont, oui, je trouve très doux et accueillants. À aucun moment, je me suis senti jamais menacé. Souvent approché parce que j'ai l'impression que je suis dans l'eau et mes collègues plongeurs on est un sujet un objet de curiosité pour ces animaux. On essaye plus que tout de ne pas les déranger parce que là, ils sont au milieu d'un processus de chasse très particulier. Il y a les harengs, eux, ils les repèrent, ils forment une boule, ils isolent une boule de harengs, et dans cette boule, ils viennent la frapper avec leur caudale, ils assomment les harengs, et ils viennent délicatement les manger un par un. Et ils poussent même la délicatesse à arracher la tête et la colonne vertébrale du hareng et à ne manger que le filet. Donc cet animal qui peut peser plusieurs tonnes a une certaine finesse, une immense finesse pour faire ça. Et on essaye de pas trop les déranger lorsqu'ils forment cette boule. La boule, ils la forment par un mouvement, mais aussi par des sons. Ils mettent en panique les harengs. Et quelque part, je parasite sûrement ça. Alors j'essaye le plus possible de ne pas les gêner. Évidemment, je suis dans l'eau avec eux, donc je les gêne. Un petit peu, sûrement, mais j'essaye de garder ma place. Mais j'ai ma curiosité, mon envie de photographe de témoigner de ça. Et puis... il y a un phénomène absolument incroyable, c'est que depuis quelques années, les baleines à bosse,
qui sont en Arctique et qui vont faire enclencher une route migratoire très longue pour aller dans des eaux plus chaudes. Elles ont compris, elles ont entendu qu'il se passe quelque chose dans ce fjord, parce que ça fait du bruit, cette chasse. Et elles se sont un petit peu déroutées et elles viennent profiter du travail des orques qui ont fait cette boule de hareng. Donc les orques, ils vont travailler pendant 1 heure, une demi-heure, peut-être plus, à former la boule. Et elles attendent le moment opportun pour venir engloutir en un seul coup de mâchoire tous les harengs, quoi. Donc c'est un phénomène, c'est un spectacle assez dingue. Voilà, on se sent privilégié. Et j'ai envie de... Je suis en train de faire un livre sur ce sujet et je suis en train de rassembler les photos et de faire une levée de fonds pour auto-éditer un livre qui raconte tout ça, en fait. On en voit certaines de vos photos qui s'étalent sur plusieurs années. Ça fait plusieurs années que vous allez sur ce site pour essayer de saisir ces instants. Oui, tout à fait. Ça fait 4 hivers. J'ai passé, pas tout l'hiver, mais plusieurs semaines sur 4 années. Donc chez mes amis là-bas qui m'ont vraiment gentiment accueilli et guidé sur ces animaux. Et il faut du temps. On est toujours frustré parce qu'il y a plein de photos que je n'ai pas faites. Il y a des choses que j'ai vues que je n'ai pas réussi à photographier. Et il y a toujours une part de frustration, mais c'est aussi la motivation du photographe naturaliste. Et j'aimerais y passer plus de temps. En fait. Vous avez vu les aurores boréales, ça c'est pas mal. Oui, alors là, c'est sûr que c'est un privilège, je le disais. C'est des endroits de la planète où c'est fou, quoi. C'est fou de beauté et de sauvage. En fait, oui, il y a les aurores boréales, il y a la nuit arctique qui est là, parce que le jour dure très peu de temps. Et parfois, on passe la journée en mer, il y a le froid, il y a les vagues, il y a les animaux, tout ça c'est très fort. Ou alors il n'y a pas les animaux, mais il y a de l'attente, il y a de la recherche. Et parfois le soir, je dis le soir, mais ça peut être l'après-midi, parce qu'on rentre fourbu en début d'après-midi. En gros, c'est ça le rythme. Et on est... on bénéficie en plus d'un spectacle surréaliste qui sont les aurores boréales, et ça c'est absolument fantastique. Enfin, c'est vraiment quelque chose à voir dans sa vie. Alors, on a vu quelques-unes de vos photos. Le livre, il est prêt, il s'appelle Orcas. Il est en souscription sur une plateforme, sur Ulule, pour vous aider justement à le publier. Voilà, alors c'est ça. Alors on a choisi de faire un livre grand format, le même que j'avais fait il y a quelques années sur les cachalots. Et pour ce faire, en fait, on a lancé une souscription, parce que c'est très cher d'imprimer un livre comme ça. On l'imprime en France sur des papiers de grande qualité, c'est du grand format. Et du coup, on a choisi de lancer une souscription. Donc, elle est en cours en ce moment. Elle se termine dans 2 semaines. Donc, si ça intéresse des gens de souscrire, c'est sous forme de précommande. En fait, on préachète le livre. Et une fois que j'ai le budget, on va le fabriquer là dans les mois qui viennent. Et il sera livré directement chez les gens qui ont souscrit. Il est livré par voie postale. Et il y a le livre qui arrive. En espérant que... Il y a un peu de la magie de ce que j'ai vu, que j'aurais réussi à retranscrire dans les photos. Nous, on n'y était pas, on n'a vu que les photos, mais elles sont assez parlantes, en tout cas. Puis on découvre ces animaux sous un autre angle. C'est vrai qu'on a l'habitude, ceux qui n'ont pas la chance d'aller en Norvège, on a l'habitude de plutôt les voir dans des parcs aquatiques. Ça se fait de moins en moins d'ailleurs, l'utilisation des orques, mais c'est une autre facette plus intéressante. Oui, complètement. Je parlais du sauvage. C'est vraiment comme ça qu'il faut les concevoir. Ces animaux, ils sont taillés pour l'immensité des océans, pour l'immensité de notre planète. Leur capacité à se déplacer, les sons qu'ils émettent, tout est fait pour des grandes dimensions et pour le sauvage, et les contraindre dans des bassins. Alors certes, ça peut satisfaire une certaine curiosité de la part d'un public très large, ça je comprends. Mais malheureusement, pour ces animaux, c'est un enfermement total et complet. Et effectivement, il y a des gens qui militent contre ça, c'est très bien. Et aussi, je pense que les mentalités sont en train d'évoluer et tout naturellement, ce genre de choses, on ne le verra plus. Ça peut être aussi impactant pour la planète de prendre des avions pour aller les voir sur place. Certes, c'est aussi pour ça que je fais des photos, pour donner à voir ça sans forcément y aller sur place. C'est aussi une façon de partager. Et il y a aussi une possibilité de nous rejoindre sur place. Là, je vous parlais de mes amis qui sont sur place. C'est possible de nous rejoindre et d'aller dans l'eau avec nous pour nager avec ces animaux. C'est à la portée de tout le monde. Chaque personne qui sait nager, qui peut aller dans l'eau et mettre un masque et un tuba, c'est vraiment faisable. Ce n'est pas une question de plongée, c'est une question de curiosité, d'envie. Bon, il y a votre site stéphanegranzotto.com qui s'est affiché si vous voulez en savoir un peu plus sur cet univers des mammifères marins. Et puis donc la souscription, c'est sur la plateforme Ulule. Orcas, c'est le nom du livre qui sortira dans quelques mois. Vous évoquiez cette nuit d'une vingtaine d'heures. Ça tombe bien puisque maintenant, on va parler de sommeil.
avec une nouveauté, une innovation made in Grenoble, on va dire, puisqu'Aymeric de Raguenel est étudiant à GEM, Grenoble École de Management, et qu'il a inventé un produit qui permet de dormir confortablement dans les transports en commun, une sorte d'oreiller 3 en 1. Je crois que l'idée... C'est plutôt vraiment un kit de voyage pour dormir dans les transports en commun, et absolument partout, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les gens dormaient beaucoup dans les transports en commun, en voyage ou même au bureau, etc. Ça, c'est une pratique qui se fait. Et en fait, les gens dormaient dans pas une seule position, mais dans 3 positions différentes. La première, c'est que vous le voyez beaucoup, mais ils dorment beaucoup donc au fond de leur fauteuil, les personnes. Et du coup, vous pouvez mettre ça autour de votre cou comme ceci, avec la petite lanière, vous avez juste à régler. Ensuite, je me suis rendu compte que les gens dormaient beaucoup aussi contre la vitre, que ce soit dans le TGV ou en voiture. Et du coup, regardez, il y a juste une petite ventouse que vous avez juste à appliquer contre la vitre dans le TGV ou la voiture, et après vous pouvez dormir contre donc votre petit dormeur. Ça évite d'être contre une vitre qui est souvent froide et sale, et les gens ont l'habitude de se retrouver avec une grosse trace de fermeture avec leur réveil, ce qui moi ça m'est arrivé, c'est pas très agréable. Et enfin il y a une 3e position que j'ai observée chez les personnes qui dormaient donc en dehors de leur lit, c'est que les gens dormaient beaucoup sur leurs bras, et du coup regardez, vous avez juste à enfiler cette chaussette dans votre bras et vous pouvez dormir sur votre bras, et ça évite d'avoir des fourmis. Sauf que quand vous voyagez, il y a toujours la lumière, même dans le TGV, la nuit, ils allument la lumière, ce qui est très désagréable. Du coup, il y a un petit frimousse qui va avec, qui est attaché exactement, assorti au petit dormeur. Vous voyez, il y a un petit bouton pression qui va juste là. Et sauf que quand on voyage, on voyage toujours léger. Moi, je voyage toujours très léger avec peu d'affaires. Du coup, j'ai créé un produit qui ne prenne pas de place. Oh là, je vais tomber la pochette. Mais du coup, quand je le roule, vous voyez, ça prend très peu de place. Et ça peut tenir dans un sac de voyage. Et ça rentre dans la sacoche que j'ai fait tomber juste là. Sans trop problème. Alors ça paraît simple quand vous nous le présentez comme ça, simple et évident. J'imagine que le produit s'est pas créé comme ça en un claquement de doigts. Alors du coup, on parlait d'aurore boréale juste avant. En fait, j'ai eu l'idée quand je suis parti en voyage en Finlande. En fait, j'étais parti marcher, donc j'avais 18 ans, c'était il y a 3 ans et demi, avec 2 copains. Et du coup, on allait marcher en Laponie, mais c'était l'été pour le coup. Voilà, donc c'était super. Et il se trouve qu'en fait, on a passé la nuit à l'aéroport de Helsinki, donc la capitale de la Finlande. Et dans cet aéroport, rien de plus simple. Je m'endors comme quelqu'un de très banal à la table d'un café. Et je m'endors sur mon bras. Et en moins de 10 minutes, je me réveille. J'ai des fourmis sur mon bras. Et je me dis, c'est pas possible. Tous les gens dorment comme ça. Même moi, bon, je suis pas forcément le meilleur des élèves, mais j'ai déjà dormi comme ça en cours. Donc c'est une position qui est très naturelle. Et il n'y a rien qui existe. Et du coup, donc à la base, j'ai eu cette idée-là qui pouvait correspondre à une clientèle qui était plutôt jeune. Et donc, je me suis mis à la couture. Et depuis, donc, j'adore la couture. Même ma mère m'a appris la marche avant, la marche arrière. C'est vous qui avez réalisé le premier prototype. J'ai conçu mes premiers prototypes donc, à la main, donc fait maison. Voilà. Et donc, petit à petit, je me suis dit, est-ce qu'un jour, je pourrais commercialiser ce produit? Parce qu'à la base, il y avait juste vraiment une chaussette et un coussin pour dormir sur mon bras. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une autre dimension. Et j'ai observé comment les gens dormaient en dehors de leur lit. Et donc, j'en suis venu à la conclusion des 3 positions. Et voilà. Et au fur et à mesure de mes recherches, en fait, je me suis rendu compte que on dormait très peu. Vous voyez, en 50 ans, le chiffre m'a marqué. On a perdu 2 heures de sommeil quotidien. Donc, on est passé de 9 heures de sommeil par nuit à 6h55. Et du coup, tous ces problèmes, ce manque de sommeil crée en fait à l'échelle générale des burn-out, beaucoup de stress et aussi de l'obésité, parce que quand on est fatigué, on mange vite, on mange gras, et du coup, la conséquence, c'est qu'on grossit. Et du coup, moi, ce que je veux avec ce petit dormeur, c'est que les gens, ou quel que soit leur endroit, qu'ils soient dans le TGV, à l'aéroport ou même au bureau, ils puissent prendre un quart d'heure, 20 minutes, même une demi-heure parfois, et pouvoir dormir confortablement. Alors, le produit aujourd'hui est abouti. J'imagine que ça ne ressemble pas vraiment à ce que vous aviez commencé à faire avec la machine à coudre de votre maman. Vous le fabriquez comment, cet oreiller 3 en 1? Alors du coup, à la base, pour revenir à votre remarque initiale, donc j'avais pris 2 chaussettes de tennis parce que je fais du tennis, donc j'avais des chaussettes de tennis dans mon placard, et donc j'en avais coupé une au bout pour passer mon bras dedans, et l'autre, je l'avais rembourré avec un rembourrage de watts. Donc c'était vraiment rudimentaire, mais c'était mon premier prototype que j'avais cousu à la main, avec la machine à coudre. Et donc ça, c'était vraiment rudimentaire. Et donc j'ai dû faire en gros entre 50 et 60 prototypes pour arriver à ce résultat-là, donc qu'il soit à peu près fini, etc. Et du coup, maintenant, tout est produit en France. Donc c'est produit à Limoges. Donc on a un petit atelier, petit d'ailleurs, qui emploie des personnes en situation de handicap. C'est ce qu'on appelle une entreprise adaptée. Donc des personnes qui ont des handicaps en général moteurs, mais qui sont tout à fait aptes à confectionner donc des petits dormeurs. Voilà, il y a pas grand-chose de compliqué pour concevoir ce produit innovant. Vous en êtes aujourd'hui du développement? Vous avez créé en parallèle de vos études une entreprise pour pouvoir
commencé à commercialiser le petit dormeur? Alors au début c'était un peu tout feu tout flamme, donc je suis un peu, quand mon produit était prêt, je me suis pas trop soucié de tout ce qui était structure, etc. Donc c'était prêt, je me suis dit go, j'y vais. Et du coup là, j'ai lancé en octobre 2021, donc là ça fait 5-6 mois. Et donc jusqu'à Noël j'étais content parce que j'ai fait 250 ventes. Et du coup, aujourd'hui, le but, c'est de démarcher plus des entreprises, donc de proposer ce produit, en fait, un peu comme ce qu'on peut appeler un goodies. Donc, au lieu d'offrir des mugs ou des stylos en cadeau client ou en cadeau salarié, et ben, ce que je propose aux entreprises, c'est qu'elles puissent personnaliser ce produit, donc en imprimant un visuel du choix de l'entreprise sur le petit dormeur, pour pouvoir donc le proposer en cadeau client ou à la vente aux salariés. Voilà. Ça va inciter les salariés à aller dormir au boulot, ça, sur leur bureau. Exactement, mais vous savez que la NASA... Exactement. Il y a une étude très poussée de la NASA qui a prouvé que la sieste donc de 26 minutes, c'est très précis, augmentait de 34% la concentration, la productivité et la créativité. Donc en fait, message à tous les chefs d'entreprise, si vous voulez que vos salariés soient performants, il faut qu'ils fassent la sieste. Et de fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui font la sieste, malheureusement trop peu. Mais les quelques personnes qui font la sieste vous diront que c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans leur journée et que véritablement, ils sont plus productifs derrière. Maxime, on fait la sieste chez les freestylers? Ça arrive, ouais. Ça arrive. C'est vrai que monter sur le vélo après manger, des fois, c'est un peu compliqué. Alors, petite sieste et ça repart. Et d'ailleurs, les grands sportifs sont des grands dormeurs. Typiquement, Roger Federer, je pense que vous connaissez tous, il dort 12 heures par jour. Il dort 12 heures par jour, il dort en gros 10 heures la nuit, et après il fait 1 à 2 heures de sieste par jour. Et même le grand coureur Usain Bolt, qui a battu le record du 100 mètres aux Jeux Olympiques, et l'histoire ne le dit pas, mais 1 demi-heure avant son record du monde, il dormait. Donc vraiment, la sieste est source, la sieste et le sommeil de façon générale est vraiment source de performance. Et dans le sport, c'est tous les grands sportifs qui tiennent dans la longévité, on remarque que c'est des gens qui dorment. Alors, je vais suivre vos conseils, je vais dormir au bureau, moi. Alors, peut-être pas à l'antenne, parce que bon, il y a des gens qui regardent. On peut se le procurer comment, votre kit petit dormeur? Tout simplement, vous vous rendez sur le site lepetitdormeur.fr. Et donc, il y a 3 coloris disponibles. Donc là, c'est de la rayure bleue, et il y a aussi de la rayure noire et de la rayure rouge. Et à chaque fois, il y aura un petit frimousse qui sera assorti au petit dormeur. Combien coûte le produit? C'est un prix standard? Ouais, c'est un prix standard, donc il coûte 49 €. TTC. TTC, absolument. Très bien, c'est une bonne idée. Moi, je ne suis pas non plus un adepte de la sieste, mais bon... Il faut s'y mettre. Voilà, non, mais ça... Il y a un âge pour tout. Je testerai tout à l'heure comment ça se passe. Et puis, c'est vrai que sur votre site, il y a plein d'infos sur le sommeil. J'ai vu que le record du monde, sans dormir, c'était 264 heures. Ouais, ça fait 11 jours et quelques de mémoire. Et en fait, on se rend compte que justement, le manque de sommeil, généralement, ça conduit à des hallucinations. Et on peut le voir, il y avait des témoignages de marins, parce que ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser aux milieux qui sont confrontés au sommeil. Et typiquement, chez les grands navigateurs, je pense à Armel Lecléache qui font le Vendée Globe, etc. En fait, le sommeil, c'est juste le truc le plus important, avant la nourriture et avant même de boire, c'est ce qui est le plus important. Et beaucoup racontent que parfois, ils ont vu des éléphants sur leur bateau, parce qu'en fait, ils étaient plus du tout rationnels. Et même Armel Lecléache, un truc assez marrant, c'est que pour savoir s'il doit dormir ou pas, sur son Vendée Globe de 2017, je crois, il avait son témoin, c'était un peu un sudoku, donc il avait sa grille de sudoku. Et s'il arrive à la résoudre, c'est qu'il était en forme. S'il n'arrivait pas à la résoudre, c'est qu'il fallait dormir. Voilà. Voilà un bon indicateur. Moi, je vous propose de rester encore éveillé 2 minutes, puisqu'il nous reste une dernière rubrique pour finir cette émission. Un petit tour de table pour quelques bons plans proposés par nos invités. Maxime, on va rester en Chartreuse, j'ai envie de dire. Toujours la Chartreuse, ouais. On n'en sort pas. Alors, qu'est-ce que vous aviez envie de mettre en avant comme bon plan? Je pensais à l'auberge du Charmençon, la petite auberge qui se trouve dans le petit vallon en dessous du... Juste avant le sommet. Juste avant le sommet du Charmençon, voilà. Qui est ouverte, il me semble, de juin à septembre, donc sur la période estivale, où on peut aller manger, prendre un petit goûter, un café ou autre chose, dans ce lieu très paisible et magnifique. On la voit là en photo, effectivement, pendant la saison d'été avec la tarte aux myrtilles. C'est un lieu mythique, connu des Grenoblois. C'est ça. Génial. Ouais. J'ai l'impression que Stéphane l'a déjà... Voilà. Quelques fondus le soir. Voilà. Déjà fréquenté, donc on valide ce bon plan. Vous, Stéphane, vous emmenez à la limite de l'Ain, de la Savoie et de l'Isère. Oui, et puis c'est aussi un territoire, un endroit à la limite entre plusieurs milieux. Il y a un marais, il y a des montagnes, un grand lac. C'est le canal de Savière. Et les
marais qui sont autour. C'est un canal qui relie le Rhône au lac du Bourget. Donc c'est un endroit vraiment remarquable, je trouve ça très beau. Il y a des petits villages qui bordent le canal, on peut y manger, on peut se promener, c'est magique. On peut prendre, il y a des bateaux un peu plus gros on les voit là à l'image, mais on peut aussi louer ou emmener un canoë, le faire en famille ou seul en kayak. Ou alors, il y a des bateaux électriques aussi, à peu d'impact, mais on peut naviguer. Et puis, pour la petite histoire, après, il y a plein de milieux différents, c'est vraiment très beau. Et c'est un des rares cours d'eau en Europe qui peut inverser son cours. C'est-à-dire, l'eau peut couler dans les deux sens de façon alternative. Oui, parce que selon le niveau du lac ou du Rhône, il va couler dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Ah, c'est assez original. C'est très beau. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, pour savoir dans quel sens il ne faut pas guiller. Tu vas vers le lac, tu te retrouves dans le Rhône. Il y a une écluse, après, tu es bloqué. Si on gère bien, on peut faire l'aller en descendant et le retour en descendant aussi, si ça s'inverse. C'est pas très long et c'est vraiment une balade vraiment magique, quoi. Canal de Savières, donc avec le village de Chanaz, dont on a vu quelques images. Émeric, on termine le tour de table avec vous. Exactement, moi c'est pas une balade mais c'est une brasserie. Je suis un grand amateur de bière et il y a une brasserie que j'aime beaucoup parce qu'elle a été créée par deux de mes amis donc en école de commerce à Grenoble, Paul et Nicolas, qui ont créé une brasserie. C'est eux qu'on voit en photo là. Exactement, vraiment une brasserie à leur image qui est vraiment un lieu de partage et hyper sympa, qui font vivre des artistes grenoblois. Et ce que j'aime par-dessus tout sur leur bière au-delà de leur goût, c'est qu'ils ont des bouteilles qui sont très jolies. Puisque toutes les bouteilles, enfin toutes les étiquettes sur les bouteilles sont designées par des artistes locaux grenoblois. Donc ils font travailler vraiment tout l'écosystème grenoblois et ils sont super sympas, dynamiques et ouverts. Donc je recommande vivement. Et ben voilà, les bières Bro, c'est une microbrasserie installée à Comboire, à Échirolles. Oui, absolument. Et voilà, si vous aimez la bière, on suit le conseil d'Émeric. Merci à tous les trois. Nous, on se retrouve très rapidement avec d'autres invités pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.